Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur French Listen. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, qui m'est particulièrement cher. S'adapter rapidement quand on s'expatrie, surtout pour nous, les Français. Bernard, tu te souviens, quand on m'a lancé le premier épisode sur les conversations en français? On avait parlé de la gêne au début. Eh bien, l'expatriation, c'est un petit peu ce niveau-là de gêne, mais puissance 1000, non? Ah oui, totalement. Et puis, parfois, on se lance avec des raisons très différentes. Certains partent pour une job, d'autres pour une histoire d'amour, ou juste pour voir du pays. Parfois même, tu penses partir 3 mois et hop, 10 ans plus tard, t'y es encore. Tiens, ça me fait penser à Camille, une auditrice qui nous a écrit récemment. Elle était partie à Montréal pour un simple stage. Tu sais, elle pensait pas du tout rester. Finalement, c'est l'ambiance, l'ouverture, le fameux petit je ne sais quoi, elle est restée. Un choix du cœur plus que de carrière, en fait. Oui, et puis, j'ai envie de dire, parfois on ne se rend compte de la vraie raison que bien après. Je me rappelle, lors de mon premier séjour à Londres, je croyais partir pour étudier la littérature britannique. Et je découvre, premier matin à l'auberge, des toasts au hareng et des œufs pochés. À jeun! J'étais complètement déconcertée, alors que j'imaginais l'Angleterre remplie de scones, de thé raffiné, voilà. Mais non, c'était vraiment, disons, autre chose. Ça aussi, ça fait partie de l'aventure, hein. Mais oui, tu vois, on parle tout le temps du choc culturel. Certains disent que c'est un cliché, mais je crois qu'il y a des étapes réelles. D'abord, t'es euphorique. T'as envie de tout découvrir, puis, petit à petit, il y a les doutes, les petits moments « attends, c'est normal, ça? » Et puis un jour, t'arrêtes de compter, tu t'adaptes. Sandra, pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? S'adapter à une langue étrangère ou à de nouvelles habitudes? Ouh, la question piège! Je dirais, les deux jouent ensemble. Mais franchement, le langage, c'est une porte d'entrée. Mais attention aux faux amis. Et puis, il y a des trucs simples qui nous échappent. D'ailleurs, Bernard, tu m'avais raconté ta story aux États-Unis, non? Ah oui, je savais que tu allais revenir là-dessus. Bon, imagine. Premier dîner avec une famille américaine. Je veux briller, tu vois. Je commande entrée, pensant, comme en France, les hors-d'œuvre. Grosse surprise, on me sert direct le plat principal, alors que tout le monde attend. Un silence. Un moment de solitude internationale, quoi. J'ai compris après qu'aux US, entrée, c'est le main course. Comme quoi, on croit savoir, mais non. Oui, et la langue, parfois c'est vraiment un mur. Ou alors, c'est la clé. Ça dépend de comment on le prend. Tu sais, j'ai appris l'anglais surtout... Alors, c'est pas très glorieux, mais honnêtement, c'était en regardant des comédies romantiques anglaises sous-titrées. Bon, ok, mon accent laisse des séquelles. Renée Zellweger in Bridget Jones. Mais bon, c'est efficace, non? Mais carrément, franchement, y a pas de honte. Et aujourd'hui, avec les applis et les cours dédiés aux expats, c'est encore plus accessible. Même si y a rien de tel que parler en vrai, dans un marché, à la boulangerie ou au supermarché. Je me souviens encore de mon premier échange à Berlin. J'avais appris par cœur les phrases, mais impossible de prévoir les réponses, et là, je bloque. Mais ça débloque tout quand tu tentes quand même. Oui, tu évoques un truc super important, la solitude, surtout au début. Je trouve que c'est la vraie difficulté. Même avec une langue parfaite, t'es un peu paumé, t'as pas tes repères, tes amis, ça peut être vraiment dur. Mais bon, heureusement, il y a des clubs d'expats, des assos, ou même, tiens, ces événements un peu étranges, genre Speed Friendship. Ah oui, mon expérience là-dessus à Berlin, je te jure, Speed Friendship, c'est comme le speed dating mais pour amis, hein. J'étais, plutôt sceptique, mais finalement j'ai rencontré un Australien qui lisait plus vite que moi. Bon, on a fini par parler de rugby, alors que j'y comprends rien. Mais c'est justement là que tisse ton réseau. C'est jamais comme prévu. Oui, et puis parfois tu rencontres, par hasard, des gens qui vont complètement changer ton expérience sur place, sans t'en rendre compte. Mais il y a aussi, tous les trucs qu'on pensait simples qui deviennent tout un casse-tête en expat. Genre la banque, l'assurance, même acheter du pain. Je me souviens ouvrir un compte bancaire en Espagne. Enfin, je crois que j'ai signé plus de paperasse en un jour qu'en 5 ans en France, tu vois? Complètement, et là, moi, c'était la santé en Allemagne. Premier rendez-vous chez le médecin. Déjà, aucun traducteur.
Alors tu transpires, tu te demandes si tu vas réussir à expliquer que tu n'es pas allergique au kiwi. La routine la plus banale devient un challenge, qu'on finit par surmonter, mais sur le moment, c'est chaud. Parlons patience, parce qu'il faut bien le dire, tout prend alors 10 fois plus de temps. Même acheter une carte SIM, tu te dis « aujourd'hui je fais tout ». Non, faut revoir le planning. Tu penses que pour s'adapter, il vaut mieux changer son rythme ou forcer l'environnement à s'adapter à nos habitudes? Excellent débat. Moi, je dirais, un mélange. Tu gardes tes petites habitudes, mais tu acceptes que tout va prendre plus de temps. Parfois, il faut accepter de ramer en eau trouble et instaurer des routines simples dès la première semaine. Rien de fou, juste un café au même endroit, repérer son supermarché. La patience, c'est devenu mon super pouvoir de l'expatriation. Oui, c'est le conseil. Instaurer des routines, même minuscules. Moi, c'est la balade du matin avec un podcast. Un podcast comme French Listen, tiens. Justement, garder le moral passe souvent par les petits plaisirs. Franchement, à Tokyo, j'avais mon rituel hyper français du croissant du dimanche, même si c'était une version approximative, soyons honnêtes. Mais ça change tout. Marché du week-end ou l'apéro du vendredi soir, ce sont des repères et ça aide à garder le lien avec sa culture. Et puis, c'est pas tricher, c'est rassurant. Moi, je ramenais du fromage français dans mes valises. Alors, pas toujours légal, mais faisons semblant que je n'ai pas dit ça. Créer un petit coin France chez soi, ça fait du bien, surtout dans les moments creux. Franchement, faut aussi accepter qu'on va se planter. Et même apprendre à en rire. Quand tu dis une grosse bêtise devant tout le monde, ça marque, oui, mais tu progresses. Je me souviens encore du fameux faux ami Actually qu'on voulait utiliser à toutes les sauces. Oh, ne m'en parle pas. Moi, c'était la fois où, voulant être poli, j'ai proposé un préservatif à un collègue britannique pour son sandwich. Silence embarrassant. J'ai découvert plus tard que ce mot veut dire préservatif en anglais, pas du tout conservateur alimentaire. J'étais, légèrement rouge. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, non? Ouais, et souvent les vrais progrès viennent des gaffes. Moi, c'est grâce à mon book club multilingue que j'ai franchi un cap. On se réunissait dans un musée, chacun avec ses mots à la française, et puis d'un coup, tu te retrouves à discuter poésie hongroise avec une brésilienne. Et là, ton cerveau fait un bond. T'as plus peur des erreurs parce que tu vois que c'est normal. Tu vois, je trouve que ça pose la vraie question. Est-ce qu'il vaut mieux s'entourer d'expats ou de locaux? Perso, j'ai toujours fait les deux, mais c'est l'équilibre qui fait progresser à mon avis. Entendre vos histoires, chers auditeurs, sur ces moments « aha », c'est inspirant. N'hésitez pas à nous en partager d'ailleurs. Et puis un jour, on ne se sent plus expat, mais un peu chez soi, non? On finit par inventer de nouveaux repères, se réinventer. Parfois, on se demande aussi, rentrer ou rester? C'est une vraie question, selon les moments de la vie. Oui, et tu sais, parfois une passion improbable devient ta nouvelle normalité. Mon truc, c'est les champignons. Je parle pas de ceux de forêt, mais ceux de la ville. À New York, ça m'a fait découvrir la ville autrement. J'ai même rencontré tout un groupe d'amateurs un peu zinzin, mais très sympa. Finalement, c'est ce genre de détails qui transforme une expatriation en projet de vie, au-delà du simple séjour. Voilà, on espère que ces discussions vous donneront envie d'oser, de faire des erreurs et surtout de trouver vos propres petits rituels. On se retrouve très bientôt sur French Listen pour d'autres histoires, peut-être même des recettes à base de champignons, qui sait? Bernard, encore merci. Tu conclurais? Avec plaisir. N'oubliez pas, chers auditeurs, chaque adaptation est différente. Et on est là pour vous accompagner étape par étape. Merci Sandra, c'est toujours un bonheur de discuter avec toi. Et à très bientôt à tous pour la suite de l'aventure. Salut Sandra! Merci Bernard, à la prochaine! Et bon croissant du dimanche à tous, où que vous soyez! Ne partez pas encore! Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bon, alors, pour commencer, j'ai une statistique. Une stat qui m'a vraiment interpellée. Ah oui. C'est une étude de HSBC. Elle montre que 73% des expatriés qui maîtrisent la langue locale se disent pleinement satisfaits de leur expérience. D'accord. Mais attention, pour ceux qui ne la parlent pas, le chiffre tombe à 31%. C'est un gouffre.
C'est un gouffre, oui. C'est affreux, oui. Ça montre bien que la langue, c'est pas juste un outil, quoi. C'est la clé de tout le reste. Ah, mais c'est le cœur du réacteur. Au-delà de juste commander un café, ce chiffre pose une question bien plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer? Vraiment? Oui, au-delà de la grammaire. Exactement. On voit que c'est un mélange de décodage culturel, de normes sociales. Et puis, il faut le dire, ça demande un effort personnel qui est souvent colossal et très sous-estimé. C'est précisément le sujet qu'on va explorer aujourd'hui. On a reçu tout un tas de documents très variés sur ce parcours d'intégration, surtout dans le monde du travail en milieu francophone. Assez hétéroclite, j'imagine. Très. On a un guide universitaire de Paris-Saclay, très sérieux, sur la culture française. On a aussi des témoignages vraiment poignants d'un documentaire Langue à l'ouvrage, et puis des choses plus pratiques, des fiches sur les expressions en entreprise, des programmes de coaching. D'accord. L'objectif, si je comprends bien, c'est de décortiquer un peu toutes les facettes de ce voyage. C'est ça. Du choc initial aux stratégies pour apprendre, et puis au rôle du soutien, que ce soit l'entreprise ou la communauté. Alors, par où on commence? Je crois que le plus logique, c'est de commencer par le début, parce que tout le monde vit en premier. Le fameux choc culturel. La première étape. La première étape, oui, est souvent la plus brutale. Toutes nos sources en parlent comme d'un moment charnière. D'accord, alors plongeons là-dedans. Le guide de Paris-Saclay en parle comme d'une perte de repères familiers. Ça sonne un peu doux dit comme ça. C'est très académique. Oui, mais en réalité, ça va de l'euphorie à une anxiété assez profonde, non? Tout à fait. Les chercheurs décomposent souvent ce processus en, on va dire, 3 grandes phases. La première, c'est la lune de miel. Tout est nouveau, tout est excitant. Les croissants sont incroyables. Voilà, Paris est magnifique. Sauf que ça ne dure pas. Ensuite vient la phase de confrontation. Et là, c'est autre chose. Ah, C'est le moment où les petites différences du quotidien, elles arrêtent d'être charmantes et elles deviennent des sources de frustration, d'irritation. comme quoi par exemple? Le bruit, les horaires des magasins, la façon dont les gens font la queue, tout peut devenir une épreuve. Et cette confrontation, elle est justement montrée de manière très très crue dans le documentaire Langue à l'ouvrage. Ah oui, les témoignages sont forts. J'ai été marquée par l'histoire de cet homme qui arrive du Salvador. Il raconte sa sortie du bus au Québec. Il entend parler français autour de lui pour la première fois de sa vie. Et il décrit une sensation de panique. Un mur de son. Exactement. Il ne comprend absolument rien. C'est l'isolement total. C'est une expérience radicale, oui. Il y a un autre témoignage aussi dans ce docu qui est très parlant. C'est un homme qui explique qu'au tout début, il pensait que les Québécois étaient racistes. Ah oui. Il se sentait jugé, mis à l'écart en permanence. Et puis, avec le temps, en apprenant la langue, il a compris que non, ce n'était pas du racisme. C'était juste une maladresse, une incompréhension mutuelle. Sa perception a complètement changé. Totalement. Ça montre à quel point la langue peut fausser toute notre lecture d'une culture. D'autant plus que, comme le dit une de nos sources, le blog Globetrotters, les Français n'ont pas vraiment la réputation d'être des champions en langues étrangères. C'est un euphémisme. Donc apprendre le français, c'est pas une option, c'est une nécessité. Une nécessité absolue, et l'effort que ça demande est gigantesque. J'ai un chiffre là-dessus. Un institut américain qui forme des diplomates, donc des gens a priori doués, estime qu'il faut environ 480 heures de cours. 480 heures? Oui. Juste pour atteindre un niveau A1 ou A2, le niveau de base, pour se présenter, demander son chemin, les besoins vitaux. C'est énorme. Ça représente quoi, 12 semaines de travail à plein temps, non? C'est ça. Juste pour les bases. Et le documentaire donne un exemple très concret de cette dépendance au quotidien. C'est cet homme qui travaillait dans une usine. Ses collègues lui laissaient des mots sur les machines. Et il ne pouvait pas les lire. Non. Il devait prendre une photo, l'envoyer à sa femme, qui traduisait. Un jour, le mot disait juste « ne pas toucher On imagine le stress, la vulnérabilité. ». Totalement. Et une fois qu'on commence à peine à franchir cette barrière de la langue, on se prend un deuxième mur. Lequel? Celui des codes sociaux. Ah, le fameux savoir-être. Le guide de Paris-Saclay est fascinant là-dessus. Il y a des pages entières sur des choses qui nous semblent évidentes à nous. Quand faire la bise? À qui? Combien? C'est ça. Quand serrer la main? Ils expliquent par exemple que le hug américain est souvent vu comme beaucoup trop intime dans un cadre pro, presque une agression. Ce qui ressort, c'est vraiment la place centrale de la politesse formelle. Le bonjour. Le simple fait de dire bonjour en entrant quelque part, dans un magasin, une salle d'attente, pour un Français, c'est la base. Si on l'oublie, on est tout de suite vu comme malpoli, arrogant. Et puis, il y a le grand dilemme. Le tu et le vous. Bien sûr. Ah ça, c'est un vrai rituel social. C'est un marqueur de distance, de respect,
Et ça montre comment une relation évolue. Ça évite le moment de gêne absolu où on tutoie son futur patron un peu trop vite. C'est l'erreur numéro 1. Et le conseil est le même partout. Dans le doute, c'est vous. Toujours. Toujours. C'est l'autre qui vous invitera ou pas à passer au-dessus. C'est un code qui est très très ancré. Et j'imagine que cette complexité, on la retrouve puissance 1000 dans le monde de l'entreprise, où il y a encore un autre dialecte à apprendre. Exactement. Et là-dessus, le blog France Podcasts est passionnant. Il liste tout un tas d'expressions idiomatiques du monde du travail. Et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point elles sont liées à des choses très concrètes. L'artisanat, la nourriture. Comme mettre la main à la pâte. Voilà, ou avoir du pain sur la planche. On sent le rapport au travail manuel tangible. C'est ça, ne pas y aller avec le dos de la cuillère. C'est un héritage culturel qui valorise l'effort concret. Ça peut surprendre dans un monde de bureaux de plus en plus virtuel. Il y a aussi des expressions qui révèlent les valeurs. J'ai noté « jouer carte sur table ». La franchise, transparence. Oui. Mais il y en a une autre qui est très révélatrice, avoir le bras long. Ça pointe directement vers l'importance du réseau, des relations, pour que les choses avancent. Et là, on touche à un paradoxe de la culture de travail en France que le guide de Paris-Saclay décrit très bien. C'est-à-dire ? D'un côté, on a une hiérarchie qui est souvent assez marquée, assez formelle. Et de l'autre, l'importance absolument cruciale de ce réseau informel. Et la communication, c'est un champ de mine. Elle peut être très directe, j'ai lu ça. Très direct, oui. Très critique, sur le fond d'un projet. Mais en même temps pleine de non-dits, de sous-entendus. Le fameux second degré ? Voilà, le second degré. C'est un concept qui doit être complètement opaque pour un étranger. Comment on l'explique ? Simplement. C'est cette manie de dire quelque chose avec une pointe d'ironie, parfois même de dire le contraire de ce qu'on pense. C'est une sorte de jeu intellectuel pour tester l'humour de l'autre. Et si on prend tout au premier degré ? On peut être soit très blessé, soit passé pour naïf. C'est un code très subtil qui demande plus que la maîtrise de la langue. Il faut maîtriser ses implicites. Et on ajoute à ça les sujets tabous, comme le salaire ? Ah oui, surtout pas. On peut débattre 1 heure sur une virgule, mais demander à un collègue combien il gagne, c'est vu comme une intrusion choquante. C'est une navigation vraiment, vraiment complexe. Et elle demande un investissement personnel gigantesque. Les sources montrent que cet investissement se mesure en sacrifices très concrets. Le documentaire Langue à l'ouvrage est rempli d'histoires là-dessus. Celle qui m'a le plus touchée, c'est celle de ce vétérinaire. Je vois de qui vous parlez. Très qualifié dans son pays, mais son diplôme n'est pas reconnu ici. Il se retrouve à bosser la nuit comme agent d'entretien. Des conditions très dures. Et la journée, il étudie le français, parfois jusqu'à 2 ou 3 heures du matin avant de retourner travailler. Et le docu insiste aussi sur le coût psychologique de tout ça. Il raconte son premier échec à un examen de français. Oui. Pour lui, habitué à l'excellence, c'était la première fois de sa vie qu'il ratait un examen. Il décrit ça comme une blessure d'orgueil terrible, une humiliation. Ça montre que ce n'est pas juste apprendre une langue, c'est une reconstruction de soi. C'est une reconstruction identitaire, oui. Surtout qu'il y a une autre pression qui s'ajoute à tout ça, la pression administrative. Évidemment, on n'apprend pas le français pour le plaisir. Non, c'est une obligation pour stabiliser sa situation. Un des documents qu'on a, sur la méthodologie d'enseignement, le rappelle très bien. Il faut un niveau A1 pour un titre de séjour de plusieurs années. D'accord. Le niveau A2, un peu plus haut, pour la carte de séjour de 10 ans. Et pour la nationalité française, c'est le niveau B1 à l'oral. Ce qui est déjà un niveau de conversation fluide. C'est ça. Donc chaque niveau, c'est une porte administrative qui s'ouvre, ou qui reste fermée. L'enjeu est énorme. Heureusement, de l'autre côté, les méthodes d'apprentissage ont quand même beaucoup évolué. Ah oui, énormément. Les sources listent des dizaines d'outils. Des applis comme Duolingo, Bussu, des sites comme TV5 Monde. L'accès est plus facile qu'avant. L'accès, oui, et surtout l'approche pédagogique a complètement changé. La grande tendance aujourd'hui, c'est la perspective actionnelle. Qu'est-ce que c'est ? L'idée est simple. On arrête d'apprendre la grammaire pour la grammaire, on part des besoins concrets de la personne. On va travailler sur ce que les formateurs appellent des documents authentiques. C'est-à-dire pas des dialogues de manuels scolaires. Exactement. Un document authentique, ça peut être un ticket de caisse, une facture d'électricité, un formulaire de la CAF, le menu de la cantine. Ah, je vois. L'objectif, c'est que la leçon du matin serve à résoudre un vrai problème l'après-midi. On n'apprend pas le subjonctif, on apprend à inscrire son enfant à l'école. Voilà. L'apprentissage devient un outil d'autonomie immédiate. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, elles aussi, commencent à se sentir concernées. Oui, on le voit dans les sources. L'une d'elles est une offre de coaching pour collaborateurs étrangers.
Et le discours n'est plus juste humaniste, il est très économique. Complètement. Les objectifs sont clairs. Réduire le temps d'adaptation d'un talent, améliorer sa performance vite et surtout, le retenir. C'est un investissement. C'est un investissement pour protéger un autre investissement, Oui. le recrutement d'un profil international. Le documentaire, d'ailleurs, montre des cours de français organisés directement dans l'entreprise. Sur le papier, ça semble génial. C'est un avantage énorme. Ça lève plein de barrières logistiques. Mais Mais ce n'est pas une solution miracle. Les témoignages montrent les difficultés. Certains employés bossent 60 heures par semaine. Ils sont épuisés. l'absentéisme doit être élevé. Très. Et souvent, tout le système repose sur une seule personne. C'est vrai. On voit ce responsable, Mario, qui gère tout. Il fait les photocopies, il installe le matériel, il motive les gens. S'il part, tout s'arrête. Quand on met tous ces documents ensemble, l'image qui se dégage est assez claire, non? Ce n'est pas juste apprendre du vocabulaire. C'est un parcours du combattant sur plein de fronts en même temps. La langue, les codes sociaux, les attentes pro, la pression administrative. Et un investissement personnel qui est colossal. Oui. Et si on essaie de prendre un peu de recul, on voit quand même une évolution positive. Il y a une reconnaissance de plus en plus forte, que ce soit par les entreprises ou les organismes de formation. Oui, que l'intégration n'est pas qu'une affaire individuelle. C'est exactement ça. On ne peut plus juste dire « bienvenue et maintenant débrouille-toi ». On comprend que pour que ça marche, il faut un accompagnement, des outils, un soutien structuré. C'est un point très juste. Presque toutes nos sources insistent, et avec raison, sur l'effort immense que la personne qui arrive doit fournir. Mais en lisant tout ça, il y a une question qui me vient. Je crois voir où vous voulez en venir. On présente toujours ça comme une responsabilité unilatérale. C'est à l'arrivant de s'adapter, toujours. Voilà. Et la question qui reste un peu en suspens, c'est quelle est la part de responsabilité de la culture d'accueil ? Quelle est notre part à nous? Quel effort est-ce qu'on doit faire en face pour faciliter cette rencontre, pour s'ouvrir ? Et peut-être même adapter un peu nos propres codes? C'est une excellente question. Et elle reste pour l'instant assez ouverte.